Comme à son habitude, Harvey se prélasse dans son fauteuil, une bière à la main, absorbé par un match de baseball sur l'énorme télévision. Betsy avait terminé ses tâches ménagères après le dîner et était montée à l'étage. Il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où elle se trouvait, et il ne s'en souciait guère. Pour lui, c'était comme n'importe quelle autre soirée à la maison. Cependant, peu avant 19 heures, la sonnette de la porte d'entrée vint perturber la scène. Avant qu'Harvey ne puisse se lever, la voix de Betsy retentit. « Harvey, tu peux aller chercher ça, s'il te plaît ?»« Bien sûr. J'allais le faire, » répondit-il en se dirigeant vers la porte. Devant lui se tenait un inconnu élégamment vêtu. « Je peux vous aider ? J'espère que vous ne vendez rien, » dit Harvey. « Non, je suis ici pour Betsy. »« Pourquoi ? Nous avons des projets pour ce soir. » Harvey écarquille les yeux. « Vous avez des projets avec ma femme, Betsy ? » ?»« Oui. » Harvey marque une pause, réfléchissant à la situation. « Laissez-moi aller la chercher, » dit-il finalement, se dirigeant vers les escaliers. « Betsy, ton rendez-vous est là, » appela-t-il, s'attendant à une réponse du genre « Quel rendez-vous ?» ou « Ce n'est pas ce que tu crois. » Au lieu de cela, elle répondit simplement « Dis-moi ce que tu as prévu. » Au lieu de cela, elle répondit simplement « Dis-lui que j'arrive tout de suite. » La confusion envahit les pensées d'Harvey. Lorsqu'elle descendit dans le salon, elle était vêtue d'une robe de soirée révélatrice et lourdement maquillée. Harvey demanda « Betsy, que diable se passe-t-il ? » « Je sors avec quelqu'un. Les femmes mariées ne sortent avec personne d'autre que leur mari. » « Eh bien, cette femme mariée le fait. J'en ai assez de passer des nuits à te regarder boire de la bière et t'adonner à des sports ennuyeux. Tout ce que j'obtiens, c'est une éructation ou un paix. Et tu ne t'excuses même plus. Quand avons-nous fait quelque chose d'excitant pour la dernière fois ? Si tu n'es pas capable de m'accorder de l'attention ou de m'amuser de temps en temps, je trouverai quelqu'un qui le pourra. Elle lui donna un coup de poing sur la poitrine pour souligner son point de vue. Maintenant, ne m'attends pas. Si la chance est de mon côté, je ne serai peut-être pas de retour avant demain matin. Sur ce, elle sortit en claquant la porte derrière elle. Betsy sauta dans la voiture qui l'attendait et demanda au chauffeur de partir. Une fois à bonne distance de la maison, la voiture s'arrêta et les deux femmes éclatèrent de rire. Betsy s'esclaffe. J'aimerais avoir une photo de son visage. Cette expression n'a pas de prix. Si cela ne le choque pas dans sa routine paresseuse, je ne sais pas ce qui le fera. Pensez-vous que cela pourrait le mettre en colère et aggraver la situation ? Demande prudemment le chauffeur. J'en doute. Il restera probablement assis là, déconcerté. Je serai de retour avant qu'il ne s'énerve trop. Je ne pense pas qu'il accepterait de divorcer si vite, mais je tente ma chance. Peut-être que je n'aurais pas dû mentionner que je ne rentrais pas avant demain. Eh bien, il est trop tard maintenant. Je préférerais peut-être divorcer à ce rythme. Qu'il soit maudit. Je l'aime à la folie, mais j'aimerais qu'il se préoccupe davantage de nous. D'accord, faites le tour du pâté de maison, je retourne le voir. Après un bref tour du quartier, Betsy et son « rendez-vous » revinrent dans l'allée. Mais Harvey ne se précipita pas comme elle s'y attendait. Elle rentra à l'intérieur et scruta le salon, aucun signe de lui, bien que la télévision tournait en boucle. Elle vérifia rapidement le rez-de-chaussée et appela à l'étage. Aucune réponse. Elle composa alors le numéro de son portable et l'entendit sonner à l'étage. En se précipitant, elle trouva son téléphone sur la table de nuit, à côté de son alliance. Il manquait quelques objets personnels. Oh non ! Descendant en vitesse, elle informe son ami de la situation et vérifie s'il n'y a pas de voiture dans le garage. Il n'y en avait pas. Sa compagne lui demande alors « Où penses-tu qu'il est allé ? » Il a probablement noyé son chagrin dans un bar. Dans le pire des cas, il a peut-être passé la nuit dans un motel. Il est probablement en train de bouder comme un enfant. Il le paiera quand il sera de retour et qu'il se sera remis de ma farce. Pourtant, son départ n'est peut-être pas une mauvaise chose. S'il se sent coupable de m'avoir poussé à de telles extrémités pour le faire bouger, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il boude un peu plus longtemps. Harvey n'a pas rappelé ce soir-là ni le lendemain matin. L'après-midi suivant, Betsy ne peut plus supporter l'incertitude. Elle appelle la secrétaire de Harvey bien après qu'il soit rentré de son déjeuner. « Barbara, pourriez-vous me mettre en relation avec mon mari, s'il vous plaît ? » « Je ne peux pas Betsy, que se passe-t-il ? » Harvey a débarqué ce matin, m'a dit de me taire et d'écouter. Il a dit qu'il prenait un jour de congé pour des raisons personnelles, puis il a posé des questions sur l'assurance maladie de l'entreprise. J'ai mentionné la personne des ressources humaines qui s'en occupe, et il est parti sans un mot. Ce n'est pas du tout le genre de Harvey. Savez-vous ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à un proche parent ? C'est à cause de moi qu'il est contrarié. J'ai fait un coup d'éclat qui s'est complètement retourné contre lui. Une fois que je lui aurai parlé et que je me serai sérieusement excusé, j'espère que les choses reviendront à la normale. Maintenant, pourriez-vous me mettre en relation avec ce contact RH ? Bien sûr. Ressources humaines, Rhonda à l'appareil. J'ai besoin de parler à Sylvia, s'il vous plaît. Elle est en train de s'occuper d'un nouvel employé.
Quelqu'un d'autre peut-il vous aider? Quelqu'un peut-il me dire ce que Harvey Strickland a fait avec les RH aujourd'hui? Je peux accéder à son dossier, mais j'ai besoin de sa permission pour partager des informations. Je suis sa femme. Vous ne pouvez rien me dire? Je peux vérifier votre couverture dans le cadre de sa police. Attendez. Il est intéressant de noter que nous devions vous contacter aujourd'hui. Vous êtes officiellement informé par courrier que vous n'êtes plus couverte par l'assurance maladie de votre mari. Vous pouvez conserver cette couverture pendant 180 jours en payant la prime. C'est le seul changement qu'il a fait. Betsy, choquée, murmure « merci » et raccroche. Pourquoi Harvey me retirerait-il de son assurance maladie? La réponse lui vient à l'esprit. Elle se précipite sur son ordinateur et vérifie leur compte bancaire en ligne. La moitié de l'argent avait été retiré du compte courant et du compte d'épargne. Oh non! Il est en train de demander le divorce. Betsy était dans un tourbillon d'émotions, incertaine de ce qu'elle allait faire. Avant qu'elle n'ait pu rassembler ses idées, son téléphone a sonné. C'était leur agent d'assurance vie et ami, Larry. Betsy, peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Harvey est venu, a annulé les paiements de l'assurance vie et a changé le bénéficiaire de sa police pour les filles. Aucune somme ne vous est allouée. Les paiements ont été redirigés vers un nouveau compte. Il semblait certain de ces changements. Je vais devoir vous envoyer des avis officiels concernant le changement de bénéficiaire et la résiliation des paiements de la police. Je suis désolé. Je suppose que vous vous séparez. Betsy, venez me voir rapidement pour éviter que votre assurance vie ne devienne caduque. Ai-je raison au sujet du divorce? Oui. Je vous remercie. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Vous ne m'avez pas dit grand-chose. Oui. Elle raccroche. Quelques minutes plus tard, leur avocat, voisin et ami Doug a appelé. Betsy a répondu, se sentant engourdie. Bonjour. Betsy, c'est Doug. Peux-tu me dire ce qui se passe? Harvey est passé, a modifié son testament pour que les enfants héritent de tout, et vous a exclu. Il vous a également retiré le statut de mandataire médical. Il a refusé d'expliquer pourquoi et se fichait que je vous le dise. Il m'a ensuite demandé de lui indiquer un avocat spécialisé en droit de la famille. Je suppose qu'il y a un problème majeur entre vous deux et que le divorce est sur la table. Je peux revenir sur ces changements si vous vous réconciliez. Marilyn et moi tenons beaucoup à vous deux. Je dois partir maintenant, mais je vous souhaite à tous les deux le meilleur. D'accord, répondit faiblement Betsy. L'appel suivant est venu de leur fille jumelle, colocataire à l'université. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa a appelé, l'air abattu. Il a dit que tu sortais avec d'autres personnes et qu'il allait se déconnecter pendant un certain temps pour que tu puisses sortir librement avant le divorce. Il nous a rassurés sur nos dépenses universitaires. Nous avons essayé de lui poser des questions, mais il nous a fait taire. Il nous a dit qu'il nous aimait et a raccroché. Maman, nous craignons que papa ne se fasse du mal. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? C'est à cause de moi qu'il est en colère, et j'ai essayé de le trouver pour qu'il s'excuse. Mais je n'ai pas eu de chance. Laissez-moi essayer. Oh, j'ai un autre appel. C'est peut-être ton père. Rappelez-nous, s'il vous plaît. Allô, Harvey? Non, c'est votre belle-mère, Doris. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils m'a appelé en larmes. Il m'a dit que vous aviez eu une relation avec plusieurs hommes dans une boîte de nuit. Il avait l'air en état d'ébriété, alors je n'étais pas sûr de ce qui était vrai. Tout ce que je sais, c'est qu'il était terriblement bouleversé. Il a parlé de te rendre ta liberté comme solution. Le pire, c'est qu'il nous a remercié de l'avoir bien élevé et s'est excusé de nous avoir laissé tomber. Puis il nous a dit au revoir. Je n'ai pas aimé son ton. Il a raccroché avant que nous puissions lui poser d'autres questions. Il n'a pas répondu quand nous avons essayé de le rappeler. Betsy, j'ai peur qu'il fasse quelque chose d'imprudent. Que se passe-t-il entre vous deux? J'essayais de sortir Harvey de son ornière de nid vide et d'insuffler un peu de vie dans notre mariage. J'ai fait quelque chose de bizarre pour le sortir de sa routine, j'ai fait semblant d'aller à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Je ne suis sorti que 10 minutes. 10 minutes. Lorsque je suis revenu, il était déjà parti. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il prenait des mesures qui semblent indiquer qu'il va divorcer. J'ai essayé de le trouver pour mettre fin à ce gâchis, mais je n'ai pas réussi à lui parler. Donc, mon fils planifie de mettre fin à sa vie à cause de vous. Que les choses soient claires, s'il lui arrive quelque chose, je vous en tiendrai pour responsable. Betsy est en plein désarroi. Elle appelle tous les hôtels et motels de la région, mais Harvey n'est inscrit dans aucun d'entre eux. Elle a contacté la police, exprimant sa crainte qu'il ne se fasse du mal. Mais cela n'a pas donné lieu à une action immédiate. Elle doit attendre un jour de plus avant de porter plainte. Elle prend des somnifères pour se reposer, tout en pensant à mettre fin à ses jours s'il arrivait quelque chose à Harvey. Elle se réveille groggy et allume le journal télévisé. La chaîne locale 3 affichait une séquence d'informations de dernière minute, une interview sur place à propos d'un accident. Lamar Jackson est ici avec les nouvelles de TV3.
Il semble que la courbe de Bender ait fait d'une ou plusieurs autres victimes la nuit dernière. Je suis avec le sergent Cantor de la police d'État. Sergent Cantor, que pouvez-vous nous dire? Un véhicule a franchi la falaise. Il semble que le conducteur ait évité la partie la plus solide des glissières de sécurité intentionnellement ou à cause de circonstances malheureuses. Qu'est-ce que les preuves suggèrent? Aucune trace de dérapage ne suggère que le conducteur a pu s'évanouir, être intoxiqué ou mettre délibérément fin à ses jours. Comment l'accident a-t-il été signalé? C'est un conducteur venant de la direction opposée qui a appelé. Il est ici. La caméra se tourne vers un jeune homme. Votre nom? Je suis Sean Carpenter. Je passe à la télé? Je veux juste dire bonjour à ma mère. Bonjour, maman. Il fait un grand sourire. Sean, pouvez-vous nous dire ce dont vous avez été témoin? Je rentrais chez moi en voiture quand j'ai vu un gros camion se diriger vers moi. Il a fait une embardée et s'est soudain retrouvé sur ma voie. J'ai freiné et le camion a rapidement dévié vers la droite, traversant la glissière de sécurité et tombant de la falaise. Pouvez-vous décrire le camion? C'était un Ford F-150 rouge, probablement un 2019, avec un autocollant des Western Kentucky Hitoper sur la vitre arrière. Avez-vous vu qui conduisait? Non, les lumières vives du camion rendaient difficile de voir, et c'est arrivé si vite. J'ai jeté un coup d'œil, on aurait dit un homme. Je ne pense pas qu'il y ait eu de passagers. C'est tout ce que je sais. Merci. Sergent Cantor, avez-vous lancé des recherches sur le camion accidenté? Nous n'avons pas de confirmation visuelle à cette distance. D'après le rapport de M. Carpenter, nous pensons qu'il s'agit d'un camion. Notre équipe de recherche en montagne n'est pas disponible pour le moment, elle est engagée dans un autre sauvetage. Nous ne pouvons pas prendre le risque que des personnes non entraînées tentent une descente dangereuse. Nous devons attendre l'équipe de secours en montagne. Betsy n'a pas besoin de confirmation pour craindre le pire. Dès qu'elle a entendu « Ford F-150 rouge avec un autocollant des WKU Hitoper », elle a commencé à s'affliger. Ignorant la sonnerie incessante, elle a sangloté seule pendant des heures jusqu'à l'arrivée de ses jumeaux. Inquiets de son absence de réponse aux appels, ils se sont précipités à la maison après que leur grand-mère leur a annoncé la nouvelle à la télévision. Bien qu'il n'y ait pas de corps, ils sont presque certains que leur père gît au pied de la falaise. L'aîné des jumelles a décroché le téléphone de sa mère lorsqu'il a sonné, affichant le nom d'un cabinet d'avocats. « Bonjour, Betsy Strickland », dit-elle difficilement à travers ses larmes. « Madame Strickland, je suis Chris Andrew, une avocate du même cabinet que votre ami Doug. J'ai été engagé par votre mari pour la procédure de divorce. Je ne devrais probablement pas vous appeler, mais Doug m'a convaincu. La police de Riverton m'a contacté. Ils ont été appelés pour une agression où la victime a été blessée à la tête et s'est fait voler son portefeuille et ses clés. Il est en chirurgie après avoir été plongé dans le coma pour soulager la pression cérébrale. Le seul objet dont on a retrouvé la trace est une clé de chambre de motel, identifiée comme étant celle d'Harvey Strickland. Parmi ses affaires, il y avait une copie d'une procuration me désignant pour m'occuper de son divorce. C'est pour cela qu'ils ont pris contact avec moi. Votre mari m'a chargé de gérer le divorce, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'interaction directe entre vous deux. Vous dites que je ne peux pas le voir à l'hôpital? Malheureusement, compte tenu de ces instructions concernant votre relation, je ne peux pas l'autoriser. Cependant, vos enfants peuvent lui rendre visite et j'ai mon mot à dire sur son traitement. Quoi? C'est mon mari. J'ai le droit de le voir. Malheureusement, la procuration qu'il a signée m'empêche de prendre des décisions concernant le divorce et ses soins médicaux. Je dois respecter ces dernières instructions. Si vous souhaitez contester cette décision, demandez l'aide d'un avocat. Son état de santé met-il un terme à la procédure de divorce? Non, madame. Je dois procéder malgré tout, même si je ne pense pas qu'il ait anticipé cette agression. Cela signifie-t-il que ses actions financières ne seront pas annulées? C'est exact. Oui, madame. C'est lui qui les a accomplies, et à ce stade, rien n'indique qu'il veuille qu'elles soient annulées. Mais comment pourrait-il? Il est dans le coma. C'est absurde. J'ai fait une farce inoffensive à mon mari, en prétendant que j'allais à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Lorsque je suis revenu pour lui expliquer que c'était une blague, il était déjà parti et s'était débarrassé de son téléphone. Il n'y a aucune raison de divorcer ou d'agir de la sorte pour une blague. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais votre position actuelle est en contradiction avec les instructions et la confirmation écrite de M. Strickland. Je suis lié par ces directives. Je regrette d'avoir à vous informer, mais vous serez assigné sur votre lieu de travail demain, à la demande de M. Strickland. Une fois que vous aurez engagé un avocat, demandez-lui de vous contacter pour discuter des prochaines étapes. Je me fiche de ce que vous dites. C'est mon mari, et je le verrai si je veux. J'ai oublié de vous dire que l'enveloppe que vous recevrez comprend une injonction de ne pas s'approcher de lui à une distance d'au moins 1000 mètres. Sa requête était très indulgente. Il a exprimé son désir de vous donner l'opportunité de rencontrer l'homme que vous étiez censé vouloir.
Betsy transmet le message de l'avocat aux personnes présentes et se heurte à leur incrédulité. Déterminée, elle déclare son intention de se rendre à l'hôpital et ses filles acceptent de l'accompagner. Elles ne perdent pas de temps. L'hôpital n'avait pas reçu l'ordonnance restrictive, mais ne pouvait autoriser aucune visite en raison des restrictions imposées par le Covid. Une fois Harvey transféré aux soins intensifs, les visites sont limitées, 10 minutes toutes les 2 heures, une personne à la fois. Découragée, Betsy et ses filles sont rentrées chez elles. Au fil du temps, l'équipe de recherche et de sauvetage en montagne a découvert le camion. La personne au volant est supposée être l'agresseur. Le portefeuille d'Harvey a été retrouvé, sans plusieurs centaines de dollars, ainsi que plusieurs bouteilles de bourbon. Financièrement à bout de souffle, Betsy n'a accès qu'à la moitié de leurs biens. Les revenus de Harvey n'étaient plus disponibles après la compensation de ses congés et de ses arrêts maladie, et il n'avait pas transféré son salaire sur leur compte commun. Betsy a fait appel à un avocat pour demander l'accès à la moitié des fonds restants dans le portefeuille de Harvey. Lorsqu'Harvey est sorti du coma, il a souffert d'amnésie temporaire. Linda, l'une des jumelles, tente de lui rafraîchir la mémoire avec des photos et des histoires, mais en vain. Il ne se souvenait pas de l'avocat qui détenait sa procuration. Dans son état, il n'était pas considéré comme mentalement capable de révoquer la procuration. Après avoir repris conscience, Harvey a feint l'amnésie lors d'un test de mémoire. Il a été informé que ses filles voulaient lui rendre visite. Carol, l'autre jumelle, est la première à entrer. Harvey s'interroge sur son identité. « Papa, c'est moi, Carol, ta fille. Tu étais dans le coma après avoir été agressée. Nous attendions que tu te réveilles. » « Nous ? » ?»« Oui, ma sœur jumelle et maman, ta femme. »« J'ai une femme. »« Oui. Pourquoi n'est-elle pas là ? » ?»« Elle ne peut pas venir maintenant. Il y a un malentendu entre vous deux, et il y a une ordonnance restrictive contre elle. »« Oh, elle veut me faire du mal ? » ?»« Non, papa. Elle n'est pas une menace. Mais tu étais en colère contre elle. » »« Pourquoi ? » ?»« Elle a prétendu avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Avant qu'elle ne puisse expliquer que c'était une blague, tu es parti et tu as entamé une procédure de divorce. Maintenant que tu es réveillé, tu peux arrêter ça. Comment puis-je savoir qu'elle n'est pas allée à ce rendez-vous ? Elle dit qu'elle ne l'a pas fait. Mais vous n'avez pas dit qu'elle vous avait dit qu'elle allait à un rendez-vous ? Oui, mais c'était un mensonge. Donc, elle a menti à propos du rendez-vous mais a dit la vérité par la suite ? Je ne me souviens peut-être pas de grand-chose, mais je ne suis pas naïve. J'ai probablement pris des mesures pour me protéger. Je suis désolé, mademoiselle, votre temps est écoulé. Vous devez partir maintenant. 2 heures plus tard, son autre fille arrive. Nous avons parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ? Non, c'était ma jumelle, Carole. Je suis Lydia. Tu ne me reconnais pas ? Je suis désolé, je ne vous reconnais pas. Vous et votre sœur êtes adorables. Nous étions en bons termes. Il semble que ta mère et moi étions séparés. Nous étions en bons termes. Maman a fait une farce, puis tu as eu un traumatisme crânien. Tu as entamé une procédure de divorce avant de savoir qu'il s'agissait d'une farce. Il faut que tu arrêtes ça, papa. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si tu es ma fille ou non. Je ne sais même pas si j'ai une femme. Je pense que je devrais attendre que ma mémoire revienne, si c'est le cas. Ai-je un avocat ? Vous en avez 2. Un pour les affaires courantes et un pour le divorce. Vous leur avez donné une procuration pour le divorce. Peut-être que leur parler pourrait me rafraîchir la mémoire. Pourriez-vous faire en sorte qu'ils viennent me voir ? Bien sûr. Tout ce qui peut vous aider à retrouver la mémoire. Papa, maman pourrait-elle venir nous rendre visite ? C'est difficile pour elle de ne pas te voir et de ne pas s'excuser. Je ne suis pas sûr de me sentir en sécurité. Peut-être plus tard. Monsieur Strickland, je suis Chris Andrew, votre avocat spécialisé dans le droit de la famille. Vous vous souvenez de moi ? Est-ce que tout ce dont nous parlons est confidentiel ? Oui. Ok. Je ne suis pas amnésique. J'essaie de comprendre le divorce. Si je me souviens bien, je vous ai demandé de vous assurer qu'elle soit bien prise en charge pour qu'elle puisse aller de l'avant sans moi. C'est exact. Elle a été assignée à comparaître et est représentée par un avocat. Voulez-vous annuler la procuration et arrêter le divorce ? Non, sur les 2 fronts. Pouvez-vous enquêter sur sa supposée absence de rendez-vous et m'informer de vos conclusions ? Je peux engager quelqu'un en votre nom avec votre autorisation. Continuez. Harvey maintint son numéro d'amnésie, ignorant les supplications de ses filles de retrouver leur mère et de mettre fin au divorce. Il attendit le rapport de son avocat, qui arriva quelques jours plus tard. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de preuves suffisantes pour confirmer si elle a eu un rendez-vous ou non. L'homme avec qui elle était ni qu'il se soit passé quoi que ce soit, mais étant marié, il pourrait craindre de dire la vérité. C'est à vous de la croire ou non. C'est ce que je craignais. Merci pour ces informations. Il est temps de retrouver la mémoire. Je révoque ma procuration, mais je veux que le divorce se poursuive. Carol entendit son nom, signe qu'il retrouvait la mémoire. Peu après, il a raconté les détails,
y compris la nuit de la tromperie ou de la farce de Betsy, selon le point de vue. Il a accepté de rencontrer Betsy. Après une accolade et des larmes, Betsy a commencé, « Harvey, c'était une ruse, un effort mal avisé pour déclencher un changement en toi. Doug et moi n'avons fait que le tour du pâté de maison, et tu étais déjà parti quand nous sommes revenus. Comment puis-je savoir que c'est vrai? Doug peut le confirmer. Il m'a aidé. Donc, je devrais faire confiance à l'homme avec qui tu m'as soi-disant trompé pour prouver que tu ne m'as pas trompé? Ça ne tient pas la route. J'ai essayé de t'appeler, mais ton téléphone était à la maison. J'ai attendu toute la nuit, mais tu n'as pas répondu. Quelqu'un était-il là avec vous? Doug l'a été pendant quelques heures, puis il est parti. Il soutiendra votre histoire. J'ai attendu votre appel jusqu'au lendemain, quand j'ai téléphoné à votre bureau. C'est là que j'ai appris votre réaction extrême à ma fausse liaison. Vous sembliez vouloir vous débarrasser de moi. Et pourquoi pas? Tu m'as dit que tu allais me tromper en face. Tu as dit que tu voulais un autre homme qui se tenait devant moi dans ma maison. J'étais dévasté, mais parce que je t'aimais, je voulais te donner ce que tu voulais le plus vite possible. Et franchement, je ne voulais pas être marié à quelqu'un qui n'accordait plus aucune valeur à nos vœux. Pourquoi prolonger l'agonie? Allons-y et divorçons. Je ne veux pas divorcer. Je n'avais pas l'intention de te tromper et je ne l'ai jamais fait. Je voulais te motiver à te battre pour notre mariage, pour lui redonner un peu de vie. J'ai choisi la mauvaise voie, manifestement. S'il te plaît, Harvey, arrête le divorce et reconstruisons notre vie. Je t'aime. Même si ce que tu dis est vrai, et je n'en suis toujours pas sûr, tu m'as fait une blague cruelle et méchante. Je ne sais pas si je veux rester marié à quelqu'un qui fait ça. Pour l'instant, je poursuis la procédure de divorce et j'emménagerai dans mon propre appartement après ma sortie de l'hôpital. Harvey, c'est gaspiller de l'argent. Tu as une maison et un lit. Je déménagerai dans une autre chambre pendant un certain temps si c'est ce qu'il faut pour que tu reviennes. Les visites sont terminées. Je veux voir mes filles. Betsy est renvoyée. Les jumelles ont essayé de soutenir la cause de leur mère, mais leur récit de la nuit avec Doug ne pouvait pas confirmer l'histoire de Betsy. Lorsqu'il fut temps pour lui de partir, Harvey s'installa dans un appartement près de son travail. La procédure de divorce suit son cours jusqu'à ce que l'avocat de Betsy demande un suivi psychologique obligatoire, 12 séances. Harvey ne s'y oppose pas. La consultation. Betsy commence par dire « J'aime beaucoup mon mari. Nous avons eu un mariage formidable et élevé ensemble 2 filles merveilleuses. Je pense que le syndrome du nid vide l'a plus affecté que moi. Je voulais combler ce fossé en passant plus de temps de qualité ensemble, et pas seulement en étant physiquement présente à la maison. J'avais l'impression qu'Harvey s'était retiré de notre mariage. Notre vie sexuelle est restée stagnante, planifiée en fonction de l'absence des filles. Même après leur départ, rien n'a changé pour Harvey. J'ai pensé qu'en changeant les choses, il serait plus attentif. J'ai impliqué un ami masculin du travail dans ce que j'ai appelé une thérapie de choc. J'ai fait semblant d'aller à un rendez-vous pour provoquer une réaction de Harvey à propos de notre mariage. Lorsque nous sommes revenus 10 minutes plus tard, il était parti et avait pris son téléphone. Je n'avais aucun moyen de le joindre. Le lendemain, j'ai appris qu'il avait pris des mesures pour divorcer. Plus tard, j'ai appris qu'il était dans le coma après avoir été agressé. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il a cru que j'avais eu un vrai rendez-vous et qu'il voulait voir d'autres hommes. Depuis, il n'a cessé de demander le divorce. Je suis désolé pour ma tentative malencontreuse et je plaide pour une seconde chance. Harvey, que pensez-vous de ce qui s'est passé? Elle a raison sur une partie de ce qu'elle a dit, mais elle a oublié certaines choses. Quand son rendez-vous est arrivé, elle ne m'a pas seulement dit qu'elle sortait avec lui contre mon avis, mais elle espérait passer la nuit avec lui. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que notre mariage était mort. J'ai supposé que tout était de ma faute et j'ai voulu partir rapidement. J'ai quitté la maison pour qu'elle puisse avoir l'homme qu'elle voulait et que je puisse recommencer à zéro. J'ai pris des mesures pour nous séparer, j'ai donné une procuration à un avocat parce que je ne voulais même pas penser à elle. J'avais l'intention de lui offrir un divorce généreux et de passer à autre chose. Je ne m'attendais pas à être agressé et à finir dans le coma. Lorsque je me suis réveillé, je ne me souvenais plus de qui j'étais. Parfois, je regrette de ne pas être resté dans le coma et de ne pas avoir gardé à jamais le souvenir de cette nuit-là. Betsy affirme qu'elle n'est pas allée à ce rendez-vous, mais n'apporte aucune preuve. Dans mon esprit, il est tout aussi probable qu'elle l'ait fait, et je pense qu'elle n'a changé d'avis que lorsqu'elle s'est rendue compte des implications financières. Maintenant, on me demande de croire que ce n'était qu'une farce et que je devrais retourner vivre avec quelqu'un qui m'a profondément blessé. Même si elle dit la vérité, elle a prouvé qu'elle était prête à me faire du mal. Comment puis-je vivre avec ça? Chaque soir, en rentrant à la maison, je m'inquiète de ce qui m'attend. Ce serait plus propre si on divorçait. Elle et Doug pourraient vivre ensemble, et je pourrais essayer d'aller de l'avant. Il semble que nous ayons beaucoup de choses à nous dire. Les choses étaient au point mort jusqu'à ce que Betsy amène Doug à une séance. Harvey, je voudrais m'excuser pour mon rôle dans la farce. Betsy m'a assuré que tout irait bien.
Je l'ai défiée quand elle est montée dans ma voiture. Nous n'avons fait que le tour du pâté de maison avant de retourner à la maison. Elle a été choquée de constater que vous étiez parti. Elle a passé le plus clair de son temps à se lamenter sur ce que nous avions fait et sur ce que tu représentais pour elle. Je suis parti au bout d'un moment. Encore une fois, je suis désolé. Maintenant, tu me crois, Harvey? Doug avait l'air sincère, mais c'est peut-être un bon acteur. Harvey, je n'arrive pas à prouver que c'était une blague. Malgré le passé, je ne te jouerai plus jamais de tour. Tu ne peux pas me croire? C'est une question de confiance, Betsy. Si nous voulons être à nouveau ensemble, tu devras gagner cette confiance. Si ce n'est pas le cas, je suis d'accord pour divorcer. Le conseiller a suggéré un contrat postnuptial pour remédier à la situation. Que diriez-vous d'un contrat postnuptial prévoyant que si Betsy recommence, vous obtiendrez tous les biens dans le cadre d'un divorce? Seriez-vous prête à faire cela, Betsy? Oui, oui. Harvey? Je pense que je pourrais essayer. Betsy le prend dans ses bras. Harvey renoue peu à peu avec Betsy après cette période tumultueuse. Il fallut un certain temps avant qu'ils ne partagent à nouveau un lit, leurs interactions étant fragiles mais se développant lentement pour ressembler à leur ancienne relation. Ils ont commencé à sortir davantage, à travailler ensemble sur des projets domestiques, à rendre visite à leur fille et à voyager. Leur intimité a dépassé ce qu'elle était auparavant. Un jour, Harvey a appelé Betsy, lui demandant de ne pas préparer le dîner puisqu'ils sortaient ensemble. Il n'a pas donné de détails sur l'occasion, ce qui a suscité la curiosité de Betsy, qui a supposé que cela pouvait être lié à la réorganisation de son lieu de travail en raison d'une fusion. Au retour d'Harvey, il se dirigea rapidement vers l'étage, mentionnant quelque chose à propos d'un changement pour la soirée. Peu après, la sonnette de la porte d'entrée retentit. En répondant, Betsy fut accueillie par une femme séduisante d'une dizaine d'années plus jeune qu'elle et Harvey, habillée de manière professionnelle. « Puis-je vous aider? Je suis là pour Harvey. Nous sortons ensemble ce soir. » Betsy a ressenti une bouffée de souvenirs d'un incident passé qu'elle aurait préféré oublier. Supposant que c'était au tour d'Harvey de se venger, une idée jaillit. Elle invita la femme à entrer. « Vous avez une belle maison, Madame Strickland. Je vous remercie. Excusez-moi un instant, je dois informer Harvey de votre présence. » Se dirigeant vers le pied de l'escalier, elle appela « Harvey, ton rendez-vous est là. » Sa réponse n'était pas claire, mais elle supposa qu'il descendrait bientôt. Revenant vers la femme, Betsy s'apprêtait à poser une question lorsqu'elle entendit Harvey descendre les escaliers. Réagissant impulsivement, elle mit ses mains autour de la gorge de la femme, l'étranglant légèrement, supposant que cela faisait partie de la farce. Harvey intervient en criant « Betsy, arrête. Qu'est-ce qui se passe ?» Au milieu des rires de Betsy, elle s'exclame « Cette fois, je t'ai surprise en train d'essayer de me faire une farce. » Quelle farce? C'est ma nouvelle superviseuse dans le cadre de la fusion, Amanda Brigg. Amanda, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Amanda, consternée, s'adresse à Harvey, j'attends de mes employés qu'ils soient raisonnables en dehors du travail. Si c'est votre idée de la normalité, votre nouveau poste pourrait être menacé. Je vais attendre dans la voiture. Amanda, laisse-moi t'expliquer avant de partir. Betsy, en pleurs sur le canapé, réalise la gravité de son erreur. Harvey, décidé à sauver son emploi, déclare son intention de partir. Il se dirige vers la voiture, tandis que Betsy, en larmes, se réfugie dans le lit à l'étage, s'interrogeant sur ses actes. 15 minutes plus tard, Harvey et Amanda reviennent à la maison et invitent Betsy à descendre. Ensemble, ils ont expliqué la farce à Amanda. Dans la foulée, elle a serré Harvey dans ses bras en lui présentant ses excuses. Ils sont sortis dîner et boire un verre, où Amanda a fait part de sa crainte d'être blessée, mais a finalement trouvé que la farce en valait la peine. Finalement, Betsy s'est jointe au rire. De retour à la maison, Betsy est allée ranger la cuisine, tandis qu'Harvey est monté à l'étage. Avec horreur, il découvre son pistolet sur la table de nuit de Betsy, avec une balle dans la chambre et le cran de sûreté enlevé.